Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris pluriel, 106.3. Lire, L''IRE, comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Et je suis aujourd'hui avec Massoumeh Raouf Bacharedous, qui est une ancienne journaliste et prisonnière politique du régime des Mollahs en Iran. Elle a été arrêtée en 81 et condamnée à 20 ans de prison, mais au bout de 8 mois, elle a réussi à s'échapper. En 88, son frère cadet est exécuté lors du massacre des 30 000 prisonniers politiques iraniens. De 96 à 2001, elle a fait des recherches sur les familles exécutées politiques et la situation des prisons en Iran. Il en résulte ce travail collectif, massacre des prisonniers politiques et des héros enchaînés. Et pour rendre hommage à son frère, elle a écrit la bande dessinée Un petit prince au pays des Mollahs. Elle vit en exil, elle est engagée dans la campagne du mouvement pour la justice en faveur des victimes du massacre de 88. Elle se bat aujourd'hui pour faire traduire en justice les auteurs du crime contre l'humanité qu'elle dénonce. Elle a également, évidemment, écrit d'autres livres comme Évasion de la prison d'Iran. Alors, merci Massoumeh d'être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. C'est un grand bonheur de vous avoir. Et tout d'abord, je voudrais vous poser des questions sur votre parcours, sur la raison pour laquelle vous avez été emprisonnée. Bonjour, merci chère Carole pour cette invitation. J'étais arrêtée en 1981 dans la rue, car les gardiens de la Révolution, les Gestapo des Mollahs, me soupçonnaient d'être une sympathisante des Moudjahidines du peuple d'Iran. C'était un mouvement musulman progressiste totalement opposé au régime des Mollahs. À l'époque, ce simple soupçon suffisait pour qu'on soit arrêté, torturé, exécuté. Ces criminels ne connaissaient pas aucune limite. Khomeini, le guide suprême de l'époque, leur avait donné une carte blanche. En réalité, plus de dizaines de milliers d'opposantes politiques iraniennes ont été arrêtées, torturées et exécutées par le régime des Mollahs, qui sont encore au pouvoir en Iran. Et les femmes, est-ce que ces arrestations concernent un grand nombre de femmes en Iran ? Oui, comme j'ai dit, des milliers de femmes étaient arrêtées et des dizaines de milliers ont été exécutées jusqu'à maintenant. C'est terrible, hein. Oui. Et les lois apparues avant la proclamation de la République islamique en 79 par l'ayatollah Khomeini, est-ce qu'elles organisent aussi la discrimination des femmes particulièrement ? Regardez, la discrimination sexuelle et la misogynie sont l'essence idéologique du régime fondé par Khomeini. C'est pourquoi il s'est mis à agresser les femmes dès son arrivée au pouvoir. Maintenant, dans les constitutions du régime, les femmes sont dominées par les hommes. En matière d'héritage et témoignage, sa valeur est la moitié des hommes. Dans les droits civils du régime, le droit de logement, le divorce, la profession, la nationalité, éducation et de voyage des femmes sont conditionnés à la permission des hommes. Et ce genre de régime réactionnaire impose leur vision rétrograde basée sur la misogynie à la société. Le hijab obligatoire, la violence, le viol et féminicide avec différents prétextes comme crime d'honneur sont les produits de cette charia réactionnaire. Khomeini a commencé son offensive contre la liberté des femmes iraniennes seulement une semaine après son arrivée au pouvoir. Je vous donne quelques exemples. La victoire de la révolution était 11 février.
11 février 1979. 26 février, Khomeini a ordonné que la loi sur la protection de la famille a été annulée. Le 28 février, la discrimination sexuelle dans le domaine du sport a été commencée et toutes les compétitions des femmes et filles étaient annulées. Le 2 mars de cette année, les femmes sont exclues de magistrature. Le 4 mars cette année, le droit au divorce est accordé seulement aux hommes, pas pour les femmes. Le 7 mars 1979, Khomeini lance un fatwa sur le voile obligatoire. Le 22 mai, une première femme est fouettée en public. Le 12 juillet, première exécution de 3 femmes à cause de crimes, crimes moraux. Et le 9 avril 1980, les chanteuses iraniennes sont convoquées au tribunal et interdites de chanter. Le 29 juin 1980, pour première fois, 2 femmes sont lapidées. Et en 1983, ils ont passé une loi sur l'âge de mariage de filles. Ils ont d'abord la baissé à 9 ans et après à 13 ans. La liste des lois misogynes du régime des mollahs est très longue, mais il existe seulement une égalité entre les femmes et les hommes chez les mollahs. C'est pour répression et exécution sans merci. Et est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, ces lois sont toujours en vigueur. Oui, sont toujours en vigueur et chaque fois, ils ajoutent quelque chose encore plus répressif pour contrôler les femmes et aussi contrôler la société iranienne, qui gronde massivement. Qui gronde en ce moment. Oui. Et vous, vous êtes évadé comment alors? Comment vous avez fait? Là, c'est pas dans les questions. Hein. Et c'est juste vous demander comment est-ce que vous avez eu l'occasion. J'avais préparé cette question ou pas? Si. Je me suis évadée de la prison de gardien de la Révolution qui était dans notre ville. Je suis originaire de la ville de Rasht. C'est chef-lieu de province de Gilan au nord de l'Iran. Sans aucun droit à la défense, j'étais condamnée à 20 ans de prison. En 10 minutes par un mollah qui s'appelait juge Sharia. J'avais 20 ans et il m'a condamné à 20 ans de prison. La condition de détention était terrible. J'en parle avec certains détails dans mon livre « Évasion de la prison d'Iran ». Au bout de 8 mois, à l'aide de mes compagnons de cellule, qui tous étaient les filles très courageuses de la même mouvement des Moudjahidines du peuple d'Iran, nous avons planifié un plan d'évasion pour montrer notre résistance et notre morale, qui malgré toutes les conditions et le torture que nous subissons, était très forte. Et avec cette grande complicité de mes co-détenus, je suis arrivée de sortir de cette condition. Mais les vengeances du régime étaient terribles. Quand les pastorans ont compris mon évasion, toutes les filles de la cellule ont été torturées et transférées dans différentes prisons. Parce que cette prison était très haute sécurité et le régime le savait que c'était impossible sans complicité des co-détenus arriver de sortir de cette prison. Beaucoup d'entre elles ont été exécutées dans le massacre de 1988. Et ils ont aussi arrêté ma mère, qui était malade d'un cancer, et torturé mon frère Ahmad pour complicité dans mon évasion.
malgré qu'il savait qu'Ahmad était en prison, dans autre prison, et nous n'avions pas aucun contact. Même, je ne savais pas qu'ils ont déjà arrêté mon frère. Faute de soins, ma mère est décédée après de sa libération. Mon frère cadet Ahmad, à cette époque, il avait 16 ans, 17 ans. Il a passé plus de 5 ans en prison et a été exécuté en 1988 avec 30 000 autres prisonniers politiques résistants appartenant au mouvement des Moudjahidines du peuple d'Iran. Il y avait une fatwa de Khomeini pour éliminer tous les prisonniers résistants. Cette massacre reste un des événements le plus choquant dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Pendant des années, je me suis demandé comment je peux transmettre les messages de ces milliers de jeunes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, notamment à ceux qui aujourd'hui ont l'âge de mon frère qui avait à cette époque. Car d'autre façon, la résistance face au fascisme religieux en Iran, c'est assez épique. Il faut le transmettre aux nouvelles générations. C'est pour ça que pour rendre hommage à mon frère Ahmad, j'ai publié la bande dessinée Un petit prince au pays des mollahs. Et finalement aussi, vous m'aviez dit, enfin, on va évoquer aussi Mahsa Amini et son meurtre perpétré le 22 septembre en 2022, encore un assassinat, un de plus. Qui était Mahsa Amini et qu'est-ce que cet assassinat a déclenché? Je me souviens, mon livre Évasion de la prison d'Iran, il est sorti en février 2022. Dans mon livre, j'écrivais déjà que la situation en Iran est explosive. Et les révoltes menées par les femmes sont en perspective. À cette époque, certains journalistes, ou plutôt les spécialistes de l'Iran, ne m'ont pas cru. Mais en septembre 2022, j'étais très fière parce que mon analyse était correcte. Car lors des soulèvements de 2018 et 2019 qui étaient étouffés dans le sang, les femmes courageuses ont été au premier rang de la soulèvement. En septembre 2022, avec la mort injuste de Mahsa Amini, le monde entier avoue que le régime des mollahs n'a plus aucune base populaire. En septembre 2022, avec la mort injuste de Mahsa Amini, le monde entier avoue que le régime des mollahs n'a plus aucune base populaire, qu'il ne pose sur rien. Malgré la répression, les femmes iraniennes sont avant-garde de la lutte contre ce régime misogyne. Le monde entier a admiré les femmes iraniennes pour leur courage dans ce soulèvement contre l'apartheid, en réalité apartheid sexuel. Mais l'objectif des femmes iraniennes n'est pas de demander au régime tel ou tel droit. Elles savent très bien qu'avec ce régime, ils n'arriveront pas à obtenir leurs droits. Elles veulent changer le régime misogyne des mollahs dans sa totalité. Comme j'ai dit, ils pensent, ils sont sûrs qu'ils n'obtiendront la liberté vestimentaire, l'égalité de leurs droits sociaux, économiques et politiques
qu'avec la chute du régime. C'est pour cette raison que des premiers jours de soulèvement, ils ont escandé avant la dictature. Et Abou Khamenei, le guide suprême. Et quand ils ont crié, ils ont aussi crié avec hijab ou sans hijab, on avance vers la révolution. Ça montre que le problème, le but n'est pas seulement avoir la liberté vestimentaire. Les revendications et leur désir, c'est plus profond de changement du régime et toute cette loi barbare et répressive. J'ai vu il y a 2 ou 3 jours, c'est vendredi 8 mars. Oui, droit des femmes, la journée des femmes. Une mission d'enquête des Nations Unies a déclaré que les violations des droits de l'homme commises par le régime iranien lors de cette répression de 2022 constituent des crimes contre l'humanité. Ouais. C'est très important. Les enquêteurs de l'ONU notent que le nombre de violations identifiées dans ce document qu'ils ont publié constituent des crimes contre l'humanité, en particulier des meurtres, des emprisonnements, des tortures, des viols et d'autres formes de violences sexuelles et persécutions, des disparitions forcées et d'autres actes criminels commis par le régime. On va marquer une première pause et c'est de la poésie par effraction d'Abdelmajid Kawa. On écoute cette poésie. Il s'agit d'un texte de Abdelmajid Kawa qui s'appelle « Poésie par effraction ». La poésie, c'est la capacité à dire métaphoriquement le monde, à transcender le quotidien et ses liens, nous ouvrir à la force de l'imaginaire et, partant, nous assurer de la promesse des rivages fraternels. Qui se souvient des poèmes de l'Algérie heureuse, de celle qui fait partie des immortels de l'Académie française, Assia Djebar, pour ne pas la nommer. Nombre de romanciers algériens, comblés, promis à un succès international, ont été des poètes contrariés, voire dépités. Le roman n'est-il pas d'ailleurs une sorte de poème inexprimé? La poésie n'est-elle pas le noyau central du roman? S'interrogeait Mohamed Dib. Le poète est celui qui a le don d'azefrou, c'est-à-dire de rendre clair, intelligible ce qui ne l'est pas. Ces clairvoyants et ces clairchantants ne sont ni des mages, ni des prophètes, précisait Jean Elmohoub Amrouche. La poésie algérienne a été longtemps une parole de l'opprimé. En accompagnant son peuple, cette poésie d'expression française, de langue française, ou pour reprendre la formule de Jean Sénac, de graphie française, a annoncé et ponctué les orages historiques qui ont secoué le pays dans ses différents avatars. À l'origine, elle a été avant tout une insurrection de l'esprit, dressant dans la nuit le fanal des certitudes. Quand le désenchantement fut consommé, elle prit le deuil, la colère, et ne cacha pas ses indignations. Nous transmettons ce que chacun d'entre nous a pu arracher au mutisme d'un présent torride. Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du Dire, émission littéraire. Et je suis avec Massoumeh Raouf Pachari-Doust qui évoque cette épreuve épouvantable qu'elle a vécue dans son pays, l'Iran, son emprisonnement, le meurtre de son frère. Et votre maman, est-ce qu'elle est décédée suite à son arrestation? Oui. Maman est décédée.
peu après de sa libération. Alors on parlait de Mahsa Amini et de cette révolution, cette révolte qui est menée par les femmes. Les femmes sont finalement en avant, hein. Elles guident ce que vous aviez prévu en 2022. Et le Conseil national de la résistance iranienne et sa présidence, Mariam Rajavi, est-ce que vous pouvez l'évoquer aussi? Parce que vous êtes en lien, évidemment, vous êtes de ce Conseil de la résistance. Je suis membre du Conseil national de la résistance iranienne, CNRI. La résistance contre le régime des mollahs a commencé le lendemain de la révolution de 1999. Et les racines des révoltes ou révolutions démocratiques de 2022 sont tissées dans l'histoire contemporaine de l'Iran et de 44 ans de lutte contre cet intégrisme sous le nom de l'islam, pour laquelle plus de 120 000 héros de la liberté, de la résistance, dont mon cher frère, sont sacrifiés leur vie. Dans la résistance au sein du Conseil national de la résistance iranienne, qui c'est un genre de parlement en exil, les majorités des femmes, des membres, sont des femmes, 56%. Oui. CNRI est composé de diverses tendances politiques. Et il est pour une république fondée sur les élections libres, l'égalité des femmes et des hommes et séparation de la religion et de l'État. Dans la résistance iranienne, les femmes sont aux commandes. C'est une femme que vous avez citée, Mme Mariam Rajavi, qui est à la tête de l'alternative démocratique, qui rejette tout genre de dictature, soit la dictature classique du Shah, que nous l'avons renversée, soit la dictature religieuse des mollahs, on va le renverser aussi. Il est le seul mouvement en Iran qui, dès le début, a proposé un plan et publié un programme sur toutes les questions fondamentales de l'Iran. Les femmes iraniennes, comme j'ai déjà dit, ne veulent pas ni religion obligatoire, ni voile obligatoire, ni gouvernement obligatoire. En réalité, ce qui se passe dans les rues de l'Iran, c'est le prolongement d'une bataille plus de 40 années avec la même slogan, les mêmes idées et les mêmes aspirations. Une bataille qui se dirige vers le renversement de Mullah et vers un Iran libre et démocratique. Et tout ça, ça se pense hors de l'Iran, malheureusement. Est-ce que vous avez des contacts en Iran, dans le pays, pour ces révolutions, pour mettre en place Bien sûr, les mouvements du Conseil national de la résistance iranienne ont de ses composants. C'est l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Oui. Ce mouvement est très vaste en Iran. Et malgré toutes les répressions et beaucoup d'exécutions des prisonniers politiques, le régime n'a pas arrivé à déraciner le mouvement. Et la grande crainte encore, le régime des mollahs, c'est être renversé par ce mouvement, parce que malgré toutes les répressions, encore la nouvelle génération adhère au mouvement. Ils ont partout, la nouvelle génération ne sont pas connus pour le régime. Et ils sont dans toutes les couches de la société, qui se sont organisés, ce qui s'appelle à l'intérieur de l'Iran, unité de la résistance. Ces unités de la résistance sont propagées dans tous les pays, dans toutes les villes et villages de l'Iran. Les infos
passe sur les réseaux sociaux grâce à ces réseaux. Et aussi, la résistance iranienne s'unirait à une télé qui diffuse 24 heures sur 24 sur les satellites. Et toutes les correspondants de cette télé, ce sont des volontaires des unités de la résistance à l'intérieur de l'Iran. Et ils diffusent chaque manifestation, chaque info, se sont filmés et envoyés et diffusés sur antenne de la résistance. Et pour le régime, c'est très évident, son ennemi jouerait est le premier ennemi du régime qui a cette capacité de changer la société et ça remplacer son alternative, c'est le mouvement du CNRI, Conseil national de la résistance iranienne, et ses composants principaux, les organisations des Moudjahidines du peuple d'Iran. Et je voulais vous demander si, parce que le rapport annuel 2024 de la Commission des femmes affirme que les femmes ont quand même été confrontées à une escalade de la répression. Vous m'avez déjà évoqué évidemment la répression qui s'abat sur les femmes, et d'autant plus qu'elles sont le moteur de la révolution. Oui, exactement. Elles sont le moteur de la révolution. Dans toutes les manifestations et protestations, nous constatons que en plus des femmes, les hommes soutiennent à côté des femmes et elles soutiennent les revendications des femmes et des jeunes filles. La réalité, c'est que la jeune génération est très éveillée et consciente des problèmes, déterminés. Ils sont aussi déterminés et lucides sur ce qui vole et ce qui se passe en Iran. Les jeunes générations sont très avancées sur l'égalité entre les hommes et les femmes, loin du diktat de ce régime misogyne des mollahs. En réalité, la présence et l'hégémonie des femmes dans la résistance iranienne ont changé en profondeur la société iranienne. Depuis de nombreuses années, au Conseil central des organisations des Moudjahidines du peuple d'Iran et aussi dans les unités de la résistance que j'ai déjà évoquées, en première ligne de soulèvement en Iran, les femmes sont chargées de la mission de renverser la dictature religieuse. Alors, le leadership des femmes est devenu un défi pour les mollahs. Bien sûr. Un autre crime majeur de notre mouvement, officiellement énoncé récemment par le procureur de Téhéran, c'est d'avoir accepté le leadership des femmes. C'est un grand crime. Ah oui, c'est un grand crime. Là. Ils ont raison parce que le leadership des femmes défie l'existence même du régime. Ça est devenu aussi une guerre culturelle et idéologique pour les mollahs. Alors, ils essayent de neutraliser cet effet progressiste sur la société avec les publications des milliers de films, des séries télévisées, des livres et des articles par diverses institutions du régime contre les femmes de la résistance. C'est une réaction de désespoir qu'ils manifestent parce que la position des femmes dans cette résistance suscite une véritable force d'attraction dans la société iranienne. Lorsque les mollahs remplissent leurs tribunaux, leurs prisons et leurs médias d'insultes contre les femmes de la résistance, cela signifie que l'accent mis par la résistance iranienne sur l'égalité femmes et des hommes a gagné.
Bravo. Merci. Et on va faire une petite pause, on va marquer une pause avec Tahar Bekri, qui est un grand poète. Et on va écouter Coquelicot pour la complainte de Bethléem. Ça a été enregistré au CIPM en 2010. Si ton char tue ma prière, si le canon est ton frère, si tes bottes rasent mes coquelicots, si tes raids violent mon ciel, comment peux-tu effacer ton ombre parmi les pierres? Si mon église est ton abattoir, si tes balles assiègent ma croix, si mon calvaire est ton chandelier, si les barbelés sont tes frontières, comment peux-tu aimer la lumière? Si ta haine par-dessus le toit de ma maison confond minaret et mirador, si ta fumée sature mon horizon, si tes haut-parleurs assourdissent mes cloches, comment peux-tu honorer le levant? Si tes griffes déchirent mon sanctuaire, si tes casques sont tes œillères, si tu arraches mon olivier, ces rameaux pour ton fumier, comment peux-tu retenir la puanteur des centres? Si Janine en arabe et fœtus et embryon que tu enterres vivant, oublieux de l'histoire, si tu violes ma mosquée à Jérusalem pour enfanter ton temple, si la poudre est ton encensoir, si tu réveilles les cimetières, tes dalles se consolent-elles d'être mes décombres? Si le mensonge est ton épine dorsale, si tu nourris tes racines de mon sang, si tu caches mon cadavre pour étrangler le cri de la terre, comment peux-tu prétendre qu'elle est ta terre? Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du Dire, émission littéraire avec Massoumeh Raouf Bacharedous qui est près de moi et qui nous raconte son combat, son chemin et toutes ces épreuves qu'elle a traversées. Mais elle est là et elle se bat. Et j'aimerais évoquer la littérature maintenant. Et ce livre que, notamment, vous n'avez pas écrit qu'un livre. Hein. En 2022, vous avez écrit Évasion de la prison d'Iran. Avant, vous avez écrit cette bande dessinée, Un petit prince au pays des mollahs, en l'honneur de votre frère. Alors, je voulais juste le signaler ici. Votre frère qui a été assassiné. Oui. En 1988, dans le grand massacre des prisonniers politiques en Iran. Voilà. Ça, on le dira jamais assez. Et alors, ce livre, Évasion de la prison d'Iran, est-ce que vous pouvez nous en parler? Avant, vous étiez journaliste, d'ailleurs, dans ce pays qu'est l'Iran. Pourquoi vous avez écrit et qu'est-ce que vous racontez votre évasion dans ce livre? Cet livre, Évasion de la prison d'Iran, est publié par Édition Ballon. Oui, il faut le dire. En février 2022. Ouais. En réalité, je l'ai travaillé, je l'ai fini au moment du confinement. Quand tous étaient enfermés à la maison. Et malheureusement, à cette époque, j'étais endeuillée par la mort de mon grand frère, Mahmoud, en Iran, à cause du coronavirus. Et c'était une période très, très difficile pour moi.
Et j'ai décidé aussi écrire ce livre, aussi rendre hommage à mon grand frère, qui, dans mon premier livre, j'ai essayé de le contourner, de parler moins possible, parce qu'il était en Iran, il était toujours sous les pressions du régime des mollahs. Il a été arrêté maintes fois pour qu'il vienne faire des interviews télévisées contre les mouvements des Moudjahidines du peuple. Contre moi, il n'a jamais accepté, il a résisté jusqu'au son. Il a été arrêté à cause de vous? Oui, maintes fois, il a été licencié de son travail, sa femme aussi. Il a enduré beaucoup de difficultés, malgré qu'il n'était pas comme moi, membre de la résistance, membre des Moudjahidines du peuple. Même quand j'ai appelé à notre maison pour parler avec lui, le téléphone était contrôlé, il y avait des descentes des pastorants, et je savais qu'il a beaucoup souffert sur moi. Quand j'ai entendu qu'il est décédé, je voulais le rendre hommage. Et dans cette condition, j'ai mis d'écrire. Et ces livres, c'est aussi un genre, comment dire, comme je me confie toute ma vie. Un journal ou une autobiographie. Je me confie à mes lecteurs, carnet de carnet, après la Révolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans mon autre livre, la BD, là-bas j'ai commencé notre enfance, la Révolution, comment Khomeini est arrivé au pouvoir. C'est comme si c'était tome de premier livre. Et dans ce livre, je explique sur mon parcours après la Révolution et comment je suis arrêtée par le régime, les arrestations arbitraires et jugements, exécutions arbitraires de cette époque. J'ai travaillé comme journaliste pour notre mouvement. J'ai récolté des documents, des photos des victimes. J'étais en contact avec les familles des victimes. Dans un rendez-vous, j'étais arrêtée par les pastorants, qui j'ai déjà dit que j'étais condamnée à 20 ans de prison, malgré qu'il n'y avait aucun preuve contre moi. Et ils ne me connaissaient pas du tout au visage. Seulement un soupçon, peut-être j'appartiens au mouvement des Moudjahidines du peuple, sur ce soupçon, ils m'ont condamnée à 20 ans de prison. Sinon, c'était exécution rapide en quelques jours à cette époque. Quand j'ai écrit ce livre, à vrai dire pour moi, la raison d'écrire n'était pas seulement faire une œuvre littéraire. Bien sûr. Cela faisait partie de ma lutte pour la justice et pour attirer l'attention du public sur les terribles situations dans mon pays. Pour mieux comprendre les événements récents de l'Iran, je vous propose aussi de lire mes livres qui racontent en fait l'histoire contemporaine de l'Iran à travers de mon histoire et mon vécu et mon souffrance et la souffrance du peuple iranien. Bien sûr. Et quel rôle joue la littérature en Iran? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Alors je me doute de ce que vous allez me dire. J'allais vous demander s'il y a beaucoup de femmes qui sont autorisées à écrire, mais je ne le pense pas. Et est-ce que les livres peuvent servir à parler de la liberté ou est-ce qu'il y a une littérature, j'ai envie de dire, officielle? Officielle. Oui. Mais il existe une littérature officielle en Iran qui est les propagandes de régime. La vraie littérature est censurée en Iran et n'a aucun droit de publication. De nombreux écrivains connus sont en prison. Oui, c'est ça. Et certains ont été tués par le régime. Je vous donne un exemple. Madame Golrokh Irai, c'est un écrivain iranien.
qui a été condamné à des années de prison pour avoir écrit un roman sur la lapidation, bien que ce roman était encore manuscrit. Il n'était pas encore publié. Cet auteur de ce roman, de ce manuscrit, était arrêté. Maintenant qu'il y a quelques années, plus de 5 ans qu'il est en prison, encore il est en prison, Madame Golrukh Iraï. Est-ce que ce manuscrit, on peut le récupérer pour le publier? Il est confisqué? Il est confisqué par le régime. C'est un exemple. Oui. Et je pense, vous vous souvenez aussi, l'écrivaine et poète iranienne Bakhtosh Optin, bien sûr, 47 ans, oui. décédée en prison en janvier 2022. C'est la situation qui passe pour les intellectuels et aussi écrivains, journalistes, poètes iraniens qui ne sont pas dans les propagandes de le système de régime et qui pensent autrement. La culture millénaire iranienne est très riche en littérature et en poèmes. En plus, de nombreuses œuvres de grands écrivains du monde entier, notamment français, ont été traduites en persan. Grâce à la littérature, la culture de la lutte pour la liberté est transmise aux générations, aux nouvelles générations, comme cela m'a affecté, ainsi que des millions de jeunes de ma génération qui étaient épris de la liberté. Pour moi, écrire lui-même est un genre de résistance. Et transmettre cet esprit de résistance aux autres et garder cette flamme de la résistance vivante. Écrire, c'est enregistrer et montrer ce que le pouvoir en place ne veut pas voir et entendre. Et est-ce que vous pensez que parfois on a des poètes iraniens, des poétesses iraniennes qui nous arrivent comme ça, ou qui connaissent une petite notoriété, sont des poètes du pouvoir finalement quand elles ne sont pas réfugiées? Le régime iranien et son lobby sont très forts. Ils arrosent le système des médias et aussi les associations culturelles dans les pays occidentaux pour maquiller les visages du régime des mollahs pour montrer que oui, il y a un genre de cinéma indépendant du régime, mais la réalité c'est autre. La réalité c'est que tous ces intellectuels et écrivains et journalistes et poètes qui pensent différemment au régime, et si leur écrit, leur poème touche un petit peu les valeurs du régime, ils sont arrêtés, jugés, emprisonnés. Et s'ils sont neutres, ça veut dire que ça ne dérange pas le régime et c'est bien pour leur propagande, même qu'ils soient à l'étranger, dans les différents festivals. Je ne le juge pas, mais pour la résistance, c'est très évident parce que dans le Conseil national de la résistance, il y a une commission de la culture. Il y avait de grandes chanteuses iraniennes, Marzieh Diva, qui c'était pour les Iraniennes était comme Umm Kulthum, Marzieh, grande chanteuse iranienne, qui rejoindre la résistance. Marjan, un autre qui était actrice et aussi chanteuse qui j'adorais son voix, sa chante. Et il a passé quelques années en prison après qu'il est sorti de l'Iran. Il est rejoindre la résistance et il y a 2 ou 3 années qu'il est décédé. Il était très très connu en Iran et aussi dans les diasporas. La vraie artiste se trouve sa place aux côtés de la résistance. C'est la réalité.
Et vous nous avez emmené une chanson, on va l'écouter. J'aimerais que vous... Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'on va écouter? C'est un chant d'Oumar John qui s'appelle « C'est l'heure de renversement ». Et c'est avec une parolier très forte, et il chante et il invite toutes les Iraniennes à rejoindre la résistance pour finir avec le régime des mollahs. Très bien, on écoute. Merci beaucoup. کی صدا کرد منو کی صدا کرد کی با آواز خوش عشق صدا کرد منو کی صدا کرد مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو آشنا کرد کی از اون پنجره بسته جدا کرد منو کی از اون زندون 100 سال رها کرد منو کی رها کرد کی رها کرد کی صدا کرد کی صدا کرد کیه اون که مثل بارون با تن باغچه رفیقه واسه تنهایی عاشق مثل شب گریه شفیقه کیه اون که توی سینش نفس بهارو داره تو کلام مهربونش لطف قصه ها رو داره کیه اون که میتونه طلوع آفتاب باشه واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه کی رها کرد منو کی رها کرد کی صدا کرد منو کی صدا کرد خوش عشق صدا کرد منو کی صدا کرد مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو آشنا کرد کی از اون پنجره بسته جدا کرد منو کی از اون زندون 100 سال رها کرد منو کی رها کرد کی رها کرد کی صدا کرد کی صدا کرد شفیقه کیه اون که توی سینش نفس بهار رو داره تو کلام مهربونش لطف قصه ها رو داره کیه اون که میتونه طلوع آفتاب باشه واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه کی رها کرد منو کی رها کرد کی صدا کرد منو کی صدا کرد کی صدا کرد منو کی صدا کرد کی رها کرد منو کی رها کرد کی صدا کرد منو کی صدا کرد کی صدا کرد منو کی صدا کرد کی با آواز خوش عشق صدا کرد منو کی صدا کرد
شبنم با تن گل آشنا کرد منو آشنا کرد کی از اون پنجره بسته جدا کرد منو کی از اون زندون 100 سال رها کرد منو کی رها کرد کی رها کرد کی صدا کرد کی صدا کرد کیه اون که مثل بارون وطن بچه رفیقه واسه تنهایی عاشق مثل شب گریه شفیره کیه اون که توی سینش نفس بهارو داره تو کلام مهربونش لطف قصه ها رو داره کیه اون Fréquence Paris pluriel 106.3, c'est Lire du Dire et je suis avec Massoumé Raouf, qui est venue près de nous pour évoquer son parcours, sa vie, pleine d'épreuves très, très lourdes. Mais je comprends que votre vie est pleine aussi de lumière et de force. Parce que vous luttez pour la liberté des femmes évidemment, et de votre peuple, hein, c'est indissociable ça. Et est-ce que vous trouvez, alors vous avez évoqué tous les changements qu'il y a dans la société iranienne, enfin pas en Iran même, parce que c'est encore la dictature évidemment, mais il y a un réseau international qui se crée certainement. Est-ce qu'il y a les femmes luttent hors d'Iran, est-ce qu'elles s'organisent? Oui, la diaspora iranienne dans l'Europe, dans l'Amérique et aussi dans 5 continents partout, ils sont très actifs dans le Conseil national de la résistance iranienne et soutiennent les plans en 10 points de Mme Rajavi. Mais en réalité, aucun gouvernement ne nous soutient, pas officiellement, mais au niveau de politique, nous travaillons avec les élus, les parlementaires, avec les personnalités politiques du monde entier qui soutiennent l'alternative démocratique. Par exemple, le plan de 10 points de Mme Rajavi a été soutenu en 2023 par plus de 3600 parlementaires du monde entier, dont 296 Français. Ça veut dire que nous avons la majorité parlementaire français qui a signé les communiqués de la résistance pour soutenir le plan de 10 points de Mme Rajavi. Et oui, et concernant les femmes, évidemment, il y a également une résistance planétaire. Est-ce qu'il y a des femmes d'autres pays musulmans qui vous rejoignent? Est-ce que votre révolte, votre révolution dépasse les frontières de l'Iran pour rejoindre une communauté féminine planétaire? Exactement, ça passe les frontières. Cette année, nous avons une grande conférence, c'était 25 février, qui est passée à la mutualité à Paris. Et beaucoup de femmes influentes du monde entier ont participé. Et aussi, il y avait des femmes anciennes ministres, des femmes parlementaires du Maroc, de Tunis, de Afghanistan, des autres pays musulmans, de Jordanie, et d'autres pays qui sont participés dans cette grande meeting à mutualité de Paris. C'était une conférence très, très réussie. Il y a une solidarité internationale avec les femmes iraniennes et aussi, c'est aussi avec les pays musulmans. La question des droits des femmes et des droits humains, c'est une question universelle. Les droits des femmes devaient être reconnus partout. Je dis aussi pour les pays musulmans, je le dis en tant qu'une femme musulmane et pratiquante, que
l'égalité des femmes et des hommes et les droits des femmes n'a aucune contradiction avec la religion de l'islam et des musulmans. Et même dans certains domaines, cela correspond à l'histoire et de la vie de la prophète et son profond respect pour les femmes. Et maintenant, on est en Ramadan. Je félicite toutes les musulmanes de cette fête de Ramadan. C'est vrai, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, évidemment, vous vivez en France. Est-ce que... alors, vous luttez de France. Vous poursuivez votre lutte, hein, vous poursuivez cette révolution. Et comment vous organisez votre vie avec tout ça? Est-ce que vous pensez aussi qu'un jour vous retournerez en Iran? Est-ce que vous avez encore beaucoup de familles en Iran? Parce qu'on a vu qu'ils sont très torturés par le régime quand vous avez osé vous révolter. Ils paient le prix. Oui, exactement. Oui. J'ai des familles en Iran. Et ils suivent mes activités sur les réseaux sociaux, mais ils n'affichent pas pour de représailles du régime. Si je veux résumer ma vie s'est résumée en 3 mots: femme, résistance, liberté. Car la vie a un sens quand il y a des résistances pour la liberté et la valeur humaine. J'essaie d'être la voix de mes compatriotes. Avec mes écrits, avec mes livres, avec mes activités dans les médias, avec les élus et parlementaires, et aussi avec mes participations dans le salon de livres. Je participe dans beaucoup de salons de livres et conférences pour rencontrer face à face avec les gens, pour expliquer. Heureusement, je reçois beaucoup de soutien. Ça me renforce pour continuer cette voie difficile de l'exil. Je me bats pour les renversements du régime misogyne des mollahs et un Iran libre et démocratique depuis des années. Mon corps bat en Iran et tous mes efforts en exil sont faire aboutir au plus vite cette lutte pour la liberté et retourner dans mon pays. Et il y a des nouveaux livres, des livres en préparation ou pas? Vous écrivez? Oui, j'ai un autre projet, mais c'est encore en stade, en personne. J'ai récolté beaucoup de documents. Secret, quoi. Et la littérature, elle permet de témoigner. Hein. Elle permet de témoigner et connecter. Malgré toutes les différences, il y a des valeurs qui sont communes entre les êtres humains. Bien sûr. Parfois, j'ai rencontré mes lecteurs qui ont déjà lu mon livre dans le salon des livres, et ils comportaient avec moi comme un membre de sa famille. C'est très, très émouvant. Oui, c'est émouvant, évidemment. Évidemment que ça, la littérature, elle dit aux gens qu'on est tous frères ou tous sœurs. Ou qu'on est... Oui, on est une famille, c'est famille de l'humanité. Exactement. Merci beaucoup d'être venu, Massoumeh, vraiment. Merci infiniment. Et on reste près de vous. On est là. Merci.